Une seule phrase, 24 mots, c'est simplement ce qu'il aura fallu pour changer le destin d'Apple. Est-ce que Steve Jobs savait vraiment ce qu'il faisait à ce moment-là ? Alors, comment une simple phrase, probablement la plus célèbre de l'histoire du recrutement, a pu changer le destin d'un géant mondial ? Je suis Laurent Garil, fondateur de Scaler.co, et aujourd'hui nous plongeons dans l'histoire fascinante du recrutement qui a fait vaciller Apple 2 fois. Nous sommes en 1983 et Apple est à un tournant critique. À sa tête, Steve Jobs, qui vient d'essuyer un échec colossal. L'Apple III, lancé pour le marché professionnel, subit alors de nombreux problèmes techniques. 20% des appareils sont défectueux dès leur livraison. Ces déboires techniques ont gravement entaché la réputation d'Apple auprès des professionnels. La même année, Apple tente de corriger ces défauts avec un nouveau produit, l'Apple III Plus. Mais le mal est fait et ces 2 sorties restent des échecs commerciaux cuisants. Seulement 120 000 unités sont vendues contre 1,3 million pour l'Apple II. Cet événement a contribué à une période difficile pour l'entreprise qui tentait de prendre des parts de marché à son rival de toujours, IBM. Toujours en 1983, le géant IBM commercialise le PC XT. Et en seulement 1 an, les ventes des PC IBM augmentent de 75%, laissant Apple à la traîne, loin derrière lui. La situation est critique et Jobs le sait. Du haut de ses 28 ans, c'est un CEO brillant, mais il réalise qu'il manque de certaines compétences. Il manque d'expérience dans la gestion d'une grande entreprise. Il s'est laissé dépasser par la structuration, la gestion de la production et le marketing. Des compétences clés pour faire passer Apple à une dimension supérieure, mais des compétences qui lui faisaient cruellement défaut. I wasn't at that time capable, I don't think, of running the company as a whole. You know, I was 30 years old and I don't think I had enough experience to run a $2 billion company. Après plusieurs erreurs de jugement sur le pilotage de la croissance d'Apple, Jobs envisage alors de céder sa place de CEO. Ce que Jobs avait compris instinctivement, c'est l'importance capitale du recrutement stratégique. Et cet apprentissage, chez Scaler, nous l'avons transformé en méthodologie structurée pour aider les fondateurs à identifier les recrutements véritablement transformatifs. Et au vu de la tournure des événements, ce que Steve savait, c'est qu'il a besoin d'un dirigeant chevronné pour l'aider à remonter la pente et développer son entreprise. Et c'est ainsi que sa chasse commence. 3 profils attirent son attention. Don Estridge, connu pour avoir dirigé le développement du premier PC IBM. Jobs l'aurait envisagé pour son expérience dans la gestion de projets technologiques de grande envergure et son succès chez IBM, son concurrent le plus aguerri. Charles Pork, il était le président de National Semiconductor, une entreprise bien établie dans le domaine des semi-conducteurs. Jobs aurait été attiré par son expérience dans la gestion d'une grande entreprise technologique. Et enfin, John Sculley, alors président de Pepsi Cola, convoité pour son expertise en marketing et sa capacité à gérer une grande entreprise. Mais alors, comment choisir entre ces 3 mastodontes ? Après mûre réflexion, son regard s'est fixé sur la superstar du marketing de masse, John Sculley. Le président de Pepsi Cola, considéré à l'époque comme l'un des meilleurs marketeurs américains et même du monde. Ses succès chez Pepsi sont nombreux et incontestés. Il redresse la division internationale de l'entreprise, passant d'une perte de 156 millions de dollars à un profit de 40 millions en seulement 3 ans. C'est aussi lui qui lança la célèbre campagne de test de goût à l'aveugle, ciblant Coca-Cola. Coca-Cola says it's the real thing. But Pepsi-Cola believes that when it comes to colas, the only real thing is taste. That's why the Pepsi Challenge has been asking thousands of people across the country to let their own taste decide. And the fact is, nationwide, more people prefer the taste of Pepsi over Coca-Cola. Pepsi. 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 I like Pepsi a lot better. Pepsi tastes better. Taste, that's the real thing. So take the Pepsi Challenge and let your taste decide. Pour Steve Jobs, c'est le candidat idéal.
Peut-être même un peu trop. Car l'enjeu pour Jobs, la question qui le ronge, comment réussir à débaucher le marketeur le plus en vue du monde d'une boîte qui vaut plus qu'Apple? Jobs part en mission. Il orchestre une opération de séduction sans précédent. Pour le convaincre, Jobs multiplie les invitations à des dîners privés et organise des rencontres informelles, parfois tard le soir, pour discuter de la vision d'Apple et de l'avenir de l'informatique. Il l'amène dans des virées nocturnes au siège d'Apple, lui montre en avant-première le développement du Macintosh et partage avec lui les dessous de chaque projet. Il ira même jusqu'à lui envoyer des prototypes secrets, prenant le risque qu'il puisse faire fuiter des informations confidentielles. Jobs fait tous les efforts du monde et Sculley est intrigué, mais pas encore convaincu. Il refuse de quitter son poste prestigieux une première fois, puis une seconde fois. Jobs est dérouté. Sculley est vraiment insaisissable. Mais le CEO d'Apple ne veut pas lâcher l'affaire. Il veut Sculley. Et pour ça, il a une dernière carte à jouer. Il organise une ultime rencontre à Manhattan, face à Central Park, et lui dit une phrase devenue légendaire. « Voulez-vous passer le reste de votre vie à vendre de l'eau sucrée ou voulez-vous avoir une chance de changer le monde ?» Ces 24 mots touchent Sculley en plein cœur. Après des mois et des mois de négociations, grâce à cette phrase, il accepte de rejoindre Apple en tant que CEO. Jobs a atteint son objectif. Sculley est désormais à la tête d'Apple. Le conte de fées opère. Ils deviennent inséparables. Apple devient le royaume qu'on connaît et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça pourrait être la fin de cette histoire et la fin de cette vidéo, non? Ça pourrait. Mais comme l'histoire est taquine, l'histoire s'arrête pas là. Ce conte de fées technologique va prendre un virage à 90 degrés. Parce que, soyons honnêtes, quand un génie impétueux recrute un expert du marketing habitué à diriger une multinationale, c'est quoi les risques? Sculley et Jobs commencent à travailler ensemble pour lancer le Macintosh en 1984. Les premiers temps ressemblent à une idylle, une période où les jeunes mariés se retrouvent après avoir dit oui un peu trop vite peut-être. Tout semble aller bien en surface, les sourires sont présents sur les photos, mais dans les coulisses, les premières tensions apparaissent. Nos deux protagonistes ont des visions différentes pour l'avenir d'Apple. Jobs voulait que le Macintosh soit le produit phare d'Apple et souhaitait investir massivement dans son développement. Sculley, en revanche, préférait une approche plus équilibrée, soutenant également d'autres produits comme l'Apple II, qui était encore à l'époque le plus grand succès de la marque à la pomme. What happens is, like with John Sculley, John came from PepsiCo, and they at most would change their product, once every 10 years. I mean, to them, a new product was like a new size bottle, right? So if you were a product person, you couldn't change the course of that company very much. So who influenced the success of PepsiCo? The sales and marketing people. And the companies forget what it means to make great products. Leurs visions sont trop différentes. Est-ce que Sculley va mettre de l'eau dans son vin pour le bien d'Apple? Pas vraiment. Le point de rupture est atteint. Et pour Sculley, aucun retour en arrière n'est possible. L'homme que Jobs a tant voulu recruter est désormais son adversaire dans une lutte de pouvoir sans précédent dans l'histoire d'Apple. And he just totally disagreed with me. And so I said, well, I'm going to go to the board. And he said, I don't believe you'll do it. I said, watch me. Ce gars-là est hors de contrôle. Je suis prêt à présenter au conseil ma démission ce soir. Mais si vous me demandez de rester, ce sera sans Steve. Et en 1985, à peine 2 ans après ce recrutement légendaire, Sculley convainc le conseil d'administration d'évincer Jobs de sa propre entreprise. Le fondateur visionnaire se retrouve exilé de la société qu'il a créée par l'homme qu'il a tant bataillé à recruter. Il gardera une rancœur palpable contre Sculley, même 10 ans après les faits. What can I say? I hired the wrong guy. And he destroyed everything I'd spent 10 years working for. Starting with me. John was in a situation where the board was not happy.
And John decided that a really good person to be the root of all these problems would be me. Et si on regarde du côté de la santé d'Apple, les années qui suivent, l'entreprise atteint un chiffre d'affaires record. Durant le mandat de Sculley, il faut bien avouer que les ventes d'Apple augmentent et passent de 800 millions à 8 milliards de dollars. Mais l'histoire prend une dimension plus ironique 10 ans plus tard. En 1993, après une série d'échecs, Apple est en mauvaise posture. Depuis le départ de Steve, la croissance d'Apple s'est faite au détriment de la rentabilité. Et les marges ont trop fortement diminué. And John didn't know what to do. He had not a clue. Et comme Steve Jobs 10 ans plus tôt, c'est au tour de Sculley de porter le chapeau et de se faire évincer par le conseil d'administration. Apple part à la dérive. Aucun capitaine n'arrive à redresser la barre. Mais alors, que devient Jobs depuis son départ précipité ? Sa mission est restée la même, changer le monde grâce à l'informatique. Et pour l'accomplir, Jobs n'a pas chômé. À peine parti d'Apple, il crée Next, une société spécialisée dans les ordinateurs haut de gamme. Il révolutionna le marché de l'interface graphique et des systèmes d'exploitation. La plateforme gagne une solide réputation dans les milieux scientifiques et académiques, à tel point que le tout premier serveur web du CERN a été développé sur un ordinateur de la firme. Cet acharnement pour accomplir sa mission lui permettra de prendre sa revanche sur Sculley. Et en 1996, Apple rachète Next pour acquérir son système d'exploitation. Le conseil d'administration d'Apple, toujours en mal de capitaine, voit en Steve le futur d'Apple et le propulse à nouveau à la tête de la structure qu'il a créée 20 ans plus tôt. Son retour est triomphal, sa joie est naturellement immense, c'est certainement un des moments les plus marquants et importants de sa vie. Les années suivantes, Jobs transforme l'entreprise, alors au bord de la faillite, en l'entité commerciale la plus valorisée au monde. Et au-delà du succès commercial, Jobs a accompli sa mission, celle qui comptait vraiment pour lui, changer le monde. Cette histoire de combat entre géants illustre parfaitement la puissance d'impact que peut avoir un bon ou un mauvais recrutement. Ici, une seule décision de recrutement a changé le destin entier d'Apple pour le meilleur et pour le pire. Le recrutement peut être l'accélérateur le plus puissant pour une entreprise, mais aussi sa plus grande vulnérabilité s'il n'est pas géré stratégiquement. Alors, si vous êtes fondateur ou dirigeant et cherchez à faire des recrutements transformatifs, n'hésitez pas à découvrir notre méthodologie via le lien en description. C'était Laurent, à bientôt sur Scaler.